Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur un air de RH, le podcast des éditions Tissot et de Culture RH, destiné aux professionnels des ressources humaines et aux dirigeants d'entreprise. Au programme aujourd'hui, l'intelligence artificielle. On en parle partout. Certains la voient comme une révolution, d'autres comme une menace. Mais quand on est RH ou dirigeant d'entreprise, on se pose surtout une question. Est-ce que ça peut vraiment nous aider au quotidien ? Recruter plus vite, gérer les tâches administratives, gagner du temps ou au contraire, est-ce que ça va compliquer et fragiliser certains de nos process et inquiéter nos équipes? Dans cet épisode, on va démystifier l'IA appliquée aux ressources humaines et plus généralement en entreprise. Par quoi commencer concrètement dans une PME? Quelles erreurs éviter? Comment convaincre sa direction? Et surtout, comment rassurer ses collaborateurs? Je suis Pauline Correa et pour en parler aujourd'hui, j'accueille Lobna Kaleja Benassine, formatrice et conférencière sur les sujets de la transformation des organisations à l'ère de l'IA. Ensemble, on va voir comment passer de l'appréhension à l'adoption. C'est parti! Bonjour Lobna. Bonjour Pauline. Alors Lobna, tu vas exercer en tant que DRH pendant près de 20 ans dans des environnements variés. Avec ton expérience et tes retours terrain, je te propose de commencer par un état des lieux de l'utilisation de l'IA en entreprise. On sent une certaine pression, mais concrètement, comment elle est perçue cette IA en entreprise? Est-ce qu'elle est aujourd'hui largement adoptée? Mais en fait, on en parle énormément, c'est l'un des sujets phares, des, 12 derniers mois. On se rend compte malgré tout, que c'est un peu comme les frites McCain, hein. On en parle beaucoup, mais, on n'en mange pas beaucoup. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que l'utilisation, reste globalement très individualisée. Que ce soit au sein de la fonction RH, mais aussi des sales, du market. On se rend compte que nos collaborateurs l'utilisent, plus ou moins bien, de façon plus ou moins, fréquente, mais l'usage reste très individuel et on se rend compte que le passage, de l'individuel à l'équipe est compliqué et je parle même pas du déploiement, au niveau de l'entreprise, où là, on passe un cap et il y en a de moins en moins. Donc globalement, l'IA arrive principalement par les collaborateurs qui se sont adoptés cette techno, mais ça reste de façon, un petit peu, organique, et les grands projets de déploiement qui sont lancés notamment par des grands groupes nécessitent, énormément, d'investissements, et financiers et en temps, qui fait que ça complique un petit peu ces projets. Il y en a de plus en plus. Néanmoins, on a de belles grandes entreprises qui se lancent dans ces projets. Elles en sont globalement au tout début. Donc, il y a peu de communication sur ces grands projets, mais ça commence à arriver. Donc, je pense que dans les semaines, mois à venir, on devrait pouvoir avoir des jolis retours d'expérience de ces entreprises qui ont déployé l'IA de façon un petit peu plus massive. Pourquoi on a cette impression que c'est un impératif pour les entreprises d'y aller? En fait, il y a beaucoup de choses qui l'expliquent. Je pense qu'il y a une pression, externe, hein. C'est un petit peu le dernier truc à la mode où si on s'intéresse pas au sujet, on a un peu l'impression que c'est, comme la dernière série, en fait. Si on l'a pas vue, on est un peu exclu du système. Donc il y a cette, pression, on va dire sociale, qui s'est installée et 2, c'est qu'on se rend compte que, les choses vont vite, et que on a ce sentiment quand même, enfin beaucoup de collaborateurs et d'entreprises ont, le sentiment d'être en retard. Mais ça on pourra peut-être y venir parce que c'est plus un sentiment, qu'une réalité et sur l'IA, moi ce qui me paraît important aussi, de préciser, c'est qu'en fait on parle d'une transformation qui est très différente des autres. On a beaucoup comparé cette transfo, à celle de la transfo digitale. La transformation digitale, ça fait, 15-20 ans, et beaucoup d'entreprises ne l'ont pas encore commencé. Pour une raison simple, c'est que les entreprises, les directions, générales avaient le choix de dire: «On y va, on n'y va pas. On investit dans le digital ou pas». La particularité avec l'IA, c'est qu'on n'a pas le choix, c'est que c'est déjà arrivé dans nos organisations. Donc on n'a pas d'autre choix que s'y intéresser et de commencer à accompagner, les équipes, vers cette techno. La deuxième chose qui fait que cette transfo est très différente, c'est qu'elle nous touche tous, d'un point de vue individuel. Donc elle nous touche en tant que citoyens, en tant que parents, en tant que collaborateurs, mais elle touche aussi, tous les pans de notre vie et de notre société.
la santé, l'éducation, l'économie, la politique et on se rend compte que de toute façon, il est clairement inutile de lutter. Il faut s'y intéresser, il faut comprendre ce qui se joue, il faut avoir des convictions. Après, on sera libre de s'y intéresser ou pas, de s'approprier cette techno ou pas, puisque c'est pas juste une techno. On aura peut-être là encore l'occasion d'y revenir, mais il faut se dire que l'IA n'est pas juste un outil et ce n'est pas une transfo comme les autres. D'accord, alors puisque on n'a pas le choix pour reprendre tes mots et qu'il faut y aller ou qu'il faut s'y intéresser, est-ce que dans un premier temps, tu peux, nous expliquer par où commencer? Il y a beaucoup de PME qui peuvent se dire, «L'IA, c'est pour les grandes boîtes avec des gros budgets». Est-ce qu'il y a des usages simples et accessibles à mettre en place dans une PME et peut-être plus particulièrement dans les services RH où il y aurait peu d'infrastructures, techniques complexes à développer et avec un temps de projet raisonnable? Finalement, est-ce qu'il y a des usages quick win à mettre en place en priorité? En fait, il y en a plein et alors je vais peut-être prendre un peu le contre-pied de ta question, Pauline. On parle beaucoup, des cas d'usage, sauf qu'un cas d'usage répond à un besoin. Donc ça ne sert à rien, à mon sens, de s'intéresser au cas d'usage. Ça ne sert à rien de s'intéresser aux outils, qui vont répondre à ce cas d'usage, si on ne s'est pas questionné sur les irritants. Et en fait, la question, c'est avant, alors on peut évidemment commencer par les IA génératives, hein, on peut faire plein de choses avec, un ChatGPT, un Gemini ou Copilot, hein. On peut faire déjà plein de choses, mais ça restera de l'utilisation, on va dire, plutôt individuelle et assez localisée. Si on a envie d'avoir une vraie réflexion autour de l'IA, la première étape, c'est de poser la question de l'organisation et des process. En fait, ça sert à rien de mettre un moteur de Ferrari dans une 2 chevaux. Elle avancera peut-être un peu plus vite, mais ça restera une 2 chevaux et on a un peu tendance à vouloir mettre de l'IA dans des process RH fatigués et c'est là où on passe à côté de l'essentiel. Ma préco, que ce soit auprès des services RH, mais que ce soit le market, les comex, les CSE que j'accompagne également, c'est se dire, quels sont on reprend je vais donner l'exemple de la fonction RH puisque c'est peut-être le plus parlant. Si on reprend le cycle de vie du collaborateur, du recrutement à l'offboarding, on reprend ce cycle de vie et on va lister, nous, RH, tous les irritants que l'on rencontre sur cet accompagnement. Les irritants sont hyper nombreux. Ce sont tous les problèmes que l'on rencontre, ce sont toutes les choses que l'on fait dans la douleur, qui sont répétitives, qui prennent du temps, etc. Une fois qu'on a listé tous ces irritants, c'est là qu'on va pouvoir se poser la question de quelle solution j'apporte pour résoudre ces irritants. Les irritants sont des problématiques. Ça peut être des gros irritants. J'ai un enjeu de rétention, d'engagement ou j'ai un enjeu d'attraction. Ça, c'est un irritant, un gros irritant qui nécessite plusieurs réponses. Mais après, il y a des irritants très plus petits. Je fais 10 fois la même chose. J'ai un reporting que je fais à la même échéance tous les mois avec les mêmes données, le même format. Et en fait, c'est là qu'on va se poser des questions de ces irritants. Quels sont ceux qui m'enquiquinent le plus et qui, s'ils étaient résolus, seraient game changer pour moi? C'est ça la question pour moi. Commencer par les irritants et ensuite les prioriser pour apporter les bonnes réponses. Et je vais juste peut-être un pas en avant, c'est que la réponse à ces irritants, déjà avant d'apporter la réponse, il faut les analyser. Donc la data va être importante. On parle beaucoup de data quand on parle d'IA, mais évidemment, si on vous dit j'ai trop de CV ou pas de CV, trop c'est combien? Pas assez c'est combien? Si j'ai 10 CV et qui sont hyper qualifiés, j'ai pas besoin d'en avoir 200. Donc la data elle va être importante aussi pour trier et objectiver ces irritants. Et on a plusieurs façons de catégoriser ces irritants pour apporter les bonnes réponses. Et comment on va les catégoriser justement, ces irritants? Ouais, c'est l'étape d'après. La question qui va se poser, c'est de se dire, sur certains irritants, la réponse va être de l'IA générative. Je vous donne un exemple. Je m'occupe de la formation et après chaque formation, j'envoie un questionnaire aux collaborateurs pour, pour avoir leur
leur Leur feedback. retour sur merci, voilà, leur feedback sur la formation. Ils ont aimé, ils ont pas aimé, le contenu correspondait ou pas, l'animation était OK ou pas. Souvent on envoie ces questionnaires-là, mais comme on n'a pas toujours d'outils, pour les gérer, eh bien, bon, on les regarde, on prend note des points positifs, on s'agace des points négatifs et ensuite il se passe pas grand-chose. Or avec un outil d'IA générative, on peut déjà analyser les verbatims et les notes, évaluer, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et on peut aussi, co-construire un plan d'action. Donc déjà, on passe un cap. Donc sur certains irritants, la réponse sera de l'IA générative. Pour d'autres irritants, la réponse, pourra être ou sera, d'investir dans une solution, tech. Je alors là, tout de suite un exemple, mes entretiens annuels d'évaluation, qui sont un vrai enjeu pour les managers, pour les collaborateurs, pour les organisations, qui sont aujourd'hui sous-exploités parce que, c'est géré, en dehors, on n'a pas d'outils pour les faire. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'outils, pour, centraliser et faire les entretiens, annuels d'évaluation, mais ces outils, quand ils sont augmentés avec des solutions d'IA, permettent d'aller beaucoup plus loin pour aller identifier, les signaux faibles, pour aller consolider de la data, pour en extraire là encore, les données qui vont nous intéresser. Parce que même si on a un outil, les dashboards sont pas toujours complets. Donc ça, c'est un deuxième exemple donc de solution. Solution là, pour le coup, c'est investir dans une solution tech. Il y a des choses qui sont très, très coûteuses et il y a des choses qui sont absolument pas coûteuses et je suis, moi qui fais beaucoup de veille, je suis hyper impressionnée, par le coût de certaines solutions où je me dis: «Mais comment ils arrivent à vivre avec ça?» Donc vraiment, on se met pas de barrière, on part de nos irritants, on cherche des solutions et il y a forcément une solution qui est adaptée à notre environnement, à nos contextes et à nos budgets. Et pour finir, il y a des irritants pour lesquels la solution va être plus organisationnelle et plus en termes de process. Deux exemples qui me viennent en tête. J'ai un process de recrutement et je perds trois quarts de mes candidats au bout du troisième entretien. Bon, bah là, la question, l'une des réponses qui peut être apportée, c'est le process. S'il y a 4-5 entretiens, il est normal qu'on perde des candidats en route. Ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple sur les irritants dont le process ou l'organisation est la réponse, enfin, est la solution, c'est au niveau de la fonction RH, mais aussi au niveau des managers. Ils ont le sentiment, qui n'est pas toujours un sentiment, d'arriver en fin de course en fait. On arrive, tout est déjà, décidé, acté et en fait, on leur confie une mission, mais avec un brief de départ qui est pas clair, avec des erreurs qui ont été commises, sur le chemin et en fait, ils doivent, dépatouiller un sac de nœuds. Et pour la fonction RH en particulier, c'est très compliqué d'arriver en fin de course parce que des erreurs ont été commises en amont et que le coût juridique, financier et parfois le coût humain peut être problématique. Donc là encore, c'est de se dire, bah, on identifie les sujets sur lesquels la fonction RH doit être en amont, on les liste, on acte les choses, on formalise le process et surtout, on le respecte. Donc les irritants, pour moi, enfin l'IA, la question autour des IA, va se concentrer pour moi autour et de la data et des irritants. Pour résumer, en effet, c'est pas forcément, il faut pas forcément penser, amélioration ou productivité d'un cas d'usage, mais bien commencer par réfléchir, non pas par là où on va gagner du temps, mais par là où on va réellement pouvoir se retirer une épine du pied. Je te propose du coup, d'enchaîner pour parler un peu, précautions, d'usage. On ne peut pas déployer, l'IA sans penser, à ces précautions d'usage en entreprise. Il y a désormais des enjeux légaux, notamment avec, l'entrée en vigueur de l'IA Act. Quels sont, d'après toi, les premiers réflexes simples à avoir pour ne pas mettre son entreprise en danger quand on utilise l'IA? Bah, en fait, il y a des choses qui sont c'est beaucoup de bon sens, en fait, mais cette techno étant un peu nouvelle, on se rue dessus sans se poser forcément les bonnes questions. Pour la petite histoire, j'étais DRH au sein d'une agence de com et on a découvert que, une grosse partie, de nos équipes utilisaient Midjourney et ChatGPT. C'était au tout, tout début, donc ça date de, mi-2022
pour Midjourney et fin 2022 pour, ChatGPT et en fait, ils ont découvert un outil, puis de façon assez, spontanée, ils rentraient les briefs clients, ils rentraient des données qui étaient, confidentielles ou sensibles. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est que, c'est un outil, on ne s'est pas vraiment posé la question et je pense que les collaborateurs se posent pas la question parce qu'ils sont pas sensibilisés, au RGPD. Et je ne parle pas encore de l'IA Act. Donc, il me semble utile que dans les entreprises, aujourd'hui, on ne se voile pas la face et qu'on assume que nos collaborateurs, tous ou en partie, utilisent les IA génératives. Donc ça, c'est le postulat qu'il faut admettre. Toutes les études le prouvent. Heu, de fait, tous ne l'utilisent pas en ayant conscience de ces précautions d'usage. Par conséquent, moi j'invite, tous les employeurs, de petites et de moyennes boîtes, hein, sans aller sur une charte IA, mais au moins, des règles de bonne pratique. On ne met pas de données sensibles. Il faudra évidemment expliquer ce que c'est qu'une donnée sensible. On ne met pas de données qui sont identifiables avec le nom des personnes, le nom de l'entreprise, avec les informations confidentielles. Ça peut être du chiffre d'affaires, ça peut être des informations sur les projets, sur les produits, ça peut être plein de choses. Donc, toutes les informations qui concernent l'entreprise ne doivent pas être utilisées quand on utilise une solution grand public. Dans les solutions grand public, j'entends par là, ChatGPT, notamment. Après, certaines entreprises ont la chance d'avoir des solutions internes sécurisées et là, les contraintes sont moindres parce que l'outil, intègre déjà, enfin l'outil protège les données. Donc on a un vrai sujet sur les données et sur ce que l'on saisit, on va parler de ChatGPT pour faire simple, un sujet sur les données donc avec le RGPD, donc revenir aux fondamentaux et ensuite l'IA Act vient remettre une couche, l'IA Act ne se substitue pas au RGPD, mais l'IA Act vient ajouter, des contraintes qui protègent, les utilisateurs, notamment et quand on va vouloir, utiliser des solutions, on appelle ça des systèmes, d'IA, il va falloir les catégoriser donc avec des systèmes qui sont plus ou moins risqués. Je ne vais pas rentrer dans la technique juridique parce que ça apporte pas de valeur ajoutée, mais important d'expliquer à nos collaborateurs que, attention à ce qu'ils rentrent dans les outils, grand public et 2, expliquer aussi, que l'utilisation des IA génératives est très consommatrice, en ressources et que par conséquent, il faut avoir une utilisation intelligente, continuer à utiliser, Google, quand on n'a pas besoin de la force de frappe d'une IA, pour répondre à une question. On évite, les visuels quand c'est pas utile, on évite de créer des vidéos pour s'amuser. Voilà, ce sont des petites règles de bonne pratique, mais surtout, la question va être la question autour de la donnée. D'accord. Alors après, il y a de nombreux, collaborateurs qui expriment leurs craintes à l'idée d'être remplacés par l'IA. Est-ce que, c'est une réalité? Est-ce que d'après toi, cette peur est justifiée? Notamment au sein des fonctions RH, par exemple, avec les agents IA? En fait, il y a beaucoup de réponses possibles. C'est une des questions qu'on me pose le plus, la question du grand remplacement. Après, j'ai une conviction, je la partage avec, mes connaissances du jour d'aujourd'hui, mais il faut avoir beaucoup d'humilité sur le sujet. Déjà, je pense que quand on regarde, là encore, toutes les études le prouvent, on a en gros 3 catégories de collaborateurs ou de personnes, face à l'IA. On a ce qu'on appelle les early adopters. Ils sont soit geeks, soit curieux, soit ils ont compris l'intérêt du truc et ils se sont appropriés cette techno de façon, intuitive ou collaborative. Donc on a les early adopters. Ceux-là, il faut les encourager, il faut les former, il faut, leur permettre d'aller plus loin dans leur utilisation. Après on a, les réfractaires. Les réfractaires, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer qui ne veulent pas. Il y a déjà beaucoup de croyances limitantes autour de l'IA. Je suis pas geek, je suis trop vieux ou trop vieille, l'IA, peut se retourner contre moi. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc sur ces réfractaires, peut-être comprendre leurs, réticences, pour ensuite, aller, essayer de déconstruire les croyances et rassurer là où on peut rassurer. Et ensuite, il y a un ventre mou, qui sont ceux qui sont un peu curieux, mais ils ne se positionnent pas et il faut aussi leur donner
des billes pour qu'ils puissent se positionner et très naturellement, ils vont basculer soit vers les adopteurs, soit vers les réticents. La peur de l'IA, elle est parfaitement légitime. Moi qui bosse sur le sujet depuis 3 ans, enfin depuis 2023, heu, même si ça me fascine, j'en ai encore peur. Parce que l'évolution de cette techno est très imprévisible. On voit tous les jours des histoires, plus ou moins, farfelues, et ou tristes, avec l'IA. Donc voilà, l'idée c'est de se dire, on les collaborateurs peuvent en avoir peur et c'est légitime. L'idée c'est d'aller comprendre ces peurs. Ensuite, quant au grand remplacement, j'ai beaucoup creusé cette partie-là et en fait ma conviction elle est assez simple. Je pense qu'on a encore, un petit peu de temps devant nous parce que, la technologie qui permet d'automatiser, tout ou partie, d'une fonction. Ça peut être sur la paye, puisque ce sont les métiers les plus, sur la fonction RH sont les métiers les plus, on va dire, en risque, y compris sur la paye. La techno pour automatiser 90 du process paye, elle existe, et depuis un moment. Est-ce que pour autant, les entreprises, se sont ruées dessus? Pas forcément. Donc oui, la techno existe. Oui, c'est possible, mais le risque de grand remplacement imminent, j'y crois pas et il y a un exemple qui m'a beaucoup questionnée, j'ai toujours pas de réponse. C'est que, on a vu, arriver dans les supermarchés, une déferlante de caisses automatiques, et on s'est dit: «Mais demain, il y a plus de caissiers, plus de caissières», donc là encore, perte d'emploi et cetera. Ça crée évidemment des opportunités, mais bottom line, on a des pertes d'emplois et on s'attendait à ce que ce soit l'hécatombe. Bien, on se rend compte que dans les, hypermarchés, supermarchés, il y a quelques caisses automatiques. Il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de caissières, ou des caissiers traditionnels. Donc la question, c'est pourquoi? Et alors que la techno est possible, qu'on a vu que ça fonctionnait. Donc c'est pareil pour les métiers, qu'ils soient, RH ou pas. Le grand remplacement, évidemment, fait peur. Pour moi, il n'est pas imminent. Néanmoins, j'invite vraiment chaque collaborateur à se poser la question et potentiellement à ouvrir la question avec son manager de: «Est-ce que mon métier est en risque ou pas?» Il y a des métiers qui sont clairement identifiés comme un risque et la question, c'est pas de se dire: «C'est un risque, je vais perdre mon job», c'est: «Qu'est-ce que je fais pour pas le perdre?» et si à terme, c'est inéluctable, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quel job, pourrait m'intéresser? Quels sont les jobs pour lesquels j'ai déjà, un pack, ou un set de compétences qui va me permettre d'aller vers autre chose? Les collaborateurs sont co-constructeurs de leur parcours et ça, c'est un message que je tiens depuis plus de 15 ans. Les managers et les employeurs sont responsables légalement. Néanmoins, ne nous déchargeons pas sur eux. D'accord. Alors, si on veut partir dans un cas extrême qui rappelle cette peur du grand remplacement, est-ce que tu connais des entreprises qui auraient remplacé massivement les humains par l'IA et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Alors, il y a 2 exemples qui, moi, m'ont marqué. Le premier, c'est l'exemple d'une entreprise suédoise qui s'appelle Klarna, Klarna. En fait, à l'arrivée de l'IA, ils ont, supprimé massivement des postes, notamment au service client et au marketing et ils ont communiqué, on m'a appris, je crois un an et demi plus tard, que oui, la productivité avait augmenté, mais la qualité, pas forcément et 1 an et demi plus tard, ils reviennent, sur cette décision de, réintégrer du personnel sur ces postes-là. Donc, clairement, on a un premier exemple, qui nous prouve que oui, techniquement, c'est possible, mais, aujourd'hui, l'IA ne peut pas remplacer, l'humain véritablement. Un autre exemple qui là est indien de mémoire, c'est une boîte qui s'appelle, Duncan. Alors je crois que c'est Dunkan, je crois. Alors eux carrément, ils ont remplacé 90 des salariés, par de l'IA. Eux aussi, ils sont très vite revenus en arrière parce que même si l'IA, répond à de nombreux, étapes du cahier des charges, la relation, reste importante, la créativité, l'empathie, la recherche de solutions, et le contact avec quelqu'un reste important pour les clients et les partenaires, donc eux aussi sont revenus en arrière.
J'aimerais parler de 2 exemples très rapidement parce qu'on n'a pas encore le retour, mais enfin, on n'a pas encore le retour de bâton, mais je les suis de très près. Le premier, c'est IBM qui a annoncé, avoir, supprimé, énormément de postes, notamment au niveau de la fonction RH, en disant: «On peut automatiser et cetera». Pour une boîte aussi grosse, ça me paraît, risqué et pas très, je vais pas dire pas très malin, mais ils ont des gens, brillants, qui réfléchissent, hein, mais cette décision me paraît, hasardeuse du moins. Donc je suis cela de près et les premiers retours qu'on a, sont pas folichons. Donc on pourrait se dire que, à terme, eux aussi vont faire volte-face. Et un dernier exemple, alors eux, c'est du pure marketing, c'est Bolt, B-O-L-T. Ils ont annoncé, en grande fanfare, et clairement, ça a été dit comme ça: «On a dégagé la fonction RH». Sauf que ce qu'ils disent pas, c'est qu'ils ont réintégré, des postes, qui s'appellent People Ops. Donc People Ops sont des postes RH. Donc en gros, ils ont fait un plus ou moins, ils ont juste changé le nom, à peu de choses près. Donc voilà, aujourd'hui, la fonction RH est essentielle pour les organisations. Encore plus dans un contexte de transformation aussi, aussi massif et encore plus dans un contexte de transformation qui touche les métiers et les compétences. Donc oui, certains postes vont pouvoir être, enfin certaines tâches de certains postes vont pouvoir être automatisées et pourquoi pas. Néanmoins, dans le grand remplacement, voilà. Pareil, pour, les services clients où on s'était dit, «Demain, il y a plus de service client». On a malgré tout besoin d'être en contact avec des humains. C'est une attente de nos clients, c'est une attente, des clients, pardon. Et à terme, moi, je ne suis pas convaincue, qu'il n'y ait plus de service client. Pareil pour le marketing, enfin, voilà. Et le constat, c'est que c'est pas parce que la techno est dispo, que les boîtes se ruent, vers cette techno parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. En effet, l'IA, en fait, ça peut remplacer des tâches, mais pas des métiers dans leur intégralité et notamment parce que le contact humain reste, nécessaire. Quand on parle des, bénéfices de l'IA, on pense surtout à des enjeux de productivité. La productivité, ça parle aux entreprises, mais c'est pas forcément ce qui va motiver les collaborateurs. Et pourtant, c'est eux qu'on devrait essayer de davantage engager. Alors, est-ce que tu connais les bénéfices concrets, qui vont apporter à la fois de la valeur, bah, à l'entreprise, aux dirigeants, mais aussi, aux salariés? On cherche des bénéfices qui aident toutes les parties prenantes en quelque sorte. En fait, c'est cette techno, faut se dire que les principaux concernés sont les collaborateurs. Parce que même si la direction veut y aller, mais que les collaborateurs n'ont pas envie, ça me paraît être compliqué d'aller au-delà. En fait, si on parle, à une direction générale, évidemment, on va leur parler de productivité. Très bien. En revanche, si on parle à un collaborateur, il faut lui parler de son employabilité. Déjà, on a 2 points de vue, 2 parties prenantes avec des intérêts, je ne vais pas dire qu'ils sont divergents, loin de là, mais chacun va se sentir plus concerné par l'un, ou par l'autre, ou pas. Donc il y a une vraie question de productivité, une vraie question d'employabilité. Néanmoins, pour en revenir à la question de la, productivité, moi, c'est un mot que j'essaye d'éviter, parce que ça fait peur et je te donne juste un exemple. Si je suis recruteur et que, je mets en place des systèmes d'IA, pour, faire le sourcing à ma place, pour donc pour aller, chercher, les candidatures, hein. Je valide évidemment, les, 3-4, 5 candidats que je souhaite, voir continuer le process. Là, j'ai une solution, d'IA qui va faire les appels de screening. En gros, on valide les éléments clés, hein, la REM, la dispo, certaines expertises et cetera. Une fois que l'outil, a fait ce premier call de screening, je revalide évidemment, parce qu'il faut qu'il y ait une intervention et une validation, humaine. Et ensuite, le premier entretien peut être fait avec un avatar, qui me ressemble, qui va poser les questions que je pose et cetera. Bon, on peut dire que d'un point de vue de productivité, moi recruteur, j'ai peut-être gagné 50 du temps sur mon recrutement. Donc productivité, plus, plus, plus.
Néanmoins, quelle expérience je fais vivre à ce candidat? Est-ce que ce candidat, je ne vais pas le perdre en cours de process? Et surtout, quels sont les risques, liés à cette utilisation massive de l'IA? Donc quand on parle de productivité, oui, néanmoins, il faut se poser la question de la valeur ajoutée de l'utilisation de l'IA. Et l'IA, si on veut bien l'utiliser, en fait, il faut qu'elle crée de la valeur pour toutes les parties prenantes. Et là, dans le cas, dans l'exemple là, il faut que ça crée de la valeur, pas juste qu'on gagne du temps, hein. Ça crée de la valeur pour le recruteur, mais ça crée de la valeur pour le candidat aussi en termes d'expérience candidat. Peut-être que dans 10 ans ou dans 5 ans, les candidats seront ravis d'avoir affaire à des avatars. Aujourd'hui, clairement, ce n'est pas le cas. Là encore, je vous épargne les enquêtes et les études, mais il y en a plein qui nous démontrent que les candidats n'ont pas forcément envie de parler à un avatar, ce qu'on peut comprendre. Donc, la question de la création de valeur pour les différentes parties prenantes, elle est essentielle. Et pour moi, ce que je mets en avant dans les bénéfices de l'IA, c'est l'efficacité opérationnelle. Quand on parle d'efficacité opérationnelle, c'est tout simplement le fait de pouvoir faire son travail, de le faire mieux, avec moins de temps, bien sûr, mais aussi moins d'efforts, mais plus d'impact. Je suis convaincue que l'IA, c'est un outil formidable d'empowerment des collaborateurs. Ils vont gagner en autonomie sur de nombreux sujets et surtout, ils vont pouvoir libérer du temps pour faire autre chose. Et le autre chose reste évidemment à définir, reste à co-construire avec les collaborateurs et dans chaque entreprise. Mais cette efficacité opérationnelle, pour moi, c'est le point d'ancrage de l'intérêt de l'IA. D'accord. Alors, on a commencé à l'évoquer, certains collaborateurs ont peur du grand remplacement, d'être remplacés par les robots, mais d'autres ne sont tout simplement pas très enclins au changement. Quel message simple et concret on peut passer à ces équipes pour lever les peurs et la méfiance liées à l'inconnu de l'IA? Comment on peut rassurer les équipes? Je crois que tu as commencé à aborder un point qui me paraît intéressant avec les early adopters. En fait, si on part du postulat dans lequel je crois, hein, dans toute organisation, grande et petite, on a des gens qui l'utilisent. Ils le disent pas, ça c'est autre chose, mais voilà. Pour moi, l'une des premières étapes de la transfo, c'est de questionner ses collaborateurs avec un questionnaire très simple, hein. En gros, l'idée c'est d'identifier qui utilise, qu'est-ce qu'ils font avec, donc quelles sont leurs, utilisations, hein, dans leur métier et surtout ce qu'ils en retirent eux comme bénéfice. Et ça permet aussi d'identifier donc cette enquête doit identifier ceux qui ne l'utilisent pas, mais qui aimeraient, donc ceux qui ont de l'appétence et ceux qui sont évidemment réfractaires et on ne peut pas leur en vouloir. Ça, c'est un point qui est important. On n'a pas tous cette sensibilité et cette envie, irrépressible, d'aller à la rencontre de, ChatGPT et consorts. Donc cet audit, il est pour moi essentiel parce qu'il permet de mapper déjà, et d'identifier les collaborateurs, qui utilisent déjà. Ça permet de mapper quelques cas d'usage, ça permet de mapper quelques bénéfices et en fait, une fois qu'on a ça, c'est aussi plus simple, de convaincre, les autres collaborateurs parce qu'on a des choses concrètes à leur proposer, à leur montrer et à leur faire tester. Et identifier ceux qui ont de l'appétence, c'est aussi important parce qu'on va se dire que ceux-là, très facilement, ils vont pouvoir basculer, dans, les early adopters, dès lors qu'on les forme et qu'on leur donne les clés. Et en fait, ce sont ces early adopters et ceux qui ont de l'appétence qui vont être nos ambassadeurs en interne pour pouvoir déployer l'IA, de façon plus ou moins massive. Ils vont pouvoir accompagner, cette transformation et le déploiement, de l'IA. Donc cet audit pour moi il est important. Il est important pour cette raison-là principalement. D'accord. Donc tu préconises d'identifier, les collaborateurs moteurs pour donner en quelque sorte, envie aux autres de suivre. Est-ce que du coup il vaut mieux partir, sur d'un déploiement de l'IA à petite échelle avant un déploiement plus large dans l'entreprise? Alors cette question, elle a été beaucoup posée. Bien souvent, on fait des POC, on fait des petits tests, on fait des choses, mais le passage à l'échelle, révèle, des difficultés et s'avère souvent peu concluant. Ça, c'est un premier point. On a tendance, dans nos organisations, petites et grandes, à vouloir embarquer tout le monde. Clairement, on n'embarquera pas tout le monde sur ce sujet qui est clivant.
Notre responsabilité en tant que patron de PME, de TPE ou en tant que manager, c'est de former nos équipes. C'est-à-dire de leur donner les clés pour ceux qui veulent utiliser l'IA. On a l'obligation d'ailleurs de les former. Néanmoins, on ne peut pas les former, on ne peut pas les contraindre à utiliser l'IA. Pour plein de raisons. D'abord, c'est contre-intuitif, première raison. Deuxième raison, l'IA, si on veut vraiment, l'intégrer, et je ne parle pas de solutions tech, clé en main, je parle d'utiliser l'IA générative dans son quotidien, qu'on soit au market, qu'on soit au service client, qu'on soit manager. Les cas d'usage et les irritants solutionnables avec de l'IA générative sont infinis. Néanmoins, ça demande quand même de passer un peu de temps pour se familiariser avec l'outil que l'on utilise, pour comprendre comment on prompte, etc. Et quand on a envie, déjà, c'est pas simple. Néanmoins, quand on n'a pas envie, c'est impossible. Il faut juste se dire, et c'est un argument, c'est pas une menace, mais c'est un argument sur lequel il faut être clair, c'est que nous, on va former, c'est une obligation. Demain, il y a ceux qui utilisent et ceux qui n'utilisent pas. Et à terme, court, moyen ou long terme, il va y avoir des écarts de performance entre ceux qui utilisent l'IA et ceux qui n'utilisent pas l'IA. Et malheureusement, c'est sur ces écarts de performance qu'on va être amené à se séparer de certains collaborateurs. À condition évidemment qu'on les ait formés. Parce que dès lors qu'on va parler d'insuffisance professionnelle ou de non-atteinte de résultats, il va falloir qu'on apporte la preuve qu'on leur a donné les moyens, à commencer par la formation. Donc la formation, c'est un prérequis. Euh, J'invite vraiment toutes les boîtes à former leurs collaborateurs, à minima sur des sujets d'acculturation. Euh, une journée par équipe ou même un truc un peu global, entreprise, si on n'est pas trop gros, ça me paraît essentiel. Et ensuite, accompagner petit à petit ceux qui ont envie. Donc, ça peut être créer des espaces d'échange, créer des moments type, ça peut être un déjeuner où ceux qui utilisent viennent raconter euh, leur dernier, euh, leur dernier cas d'usage et les bénéfices qu'ils en tirent. Ça peut être la mise en commun de bibliothèques de prompt. Enfin, ça peut être plein de choses, mais pour embarquer, il va falloir passer de l'individuel au collectif. Et ça nécessite un petit travail qui suppose qu'on dégage du temps pour ces moments-là. D'accord. Donc on a pas mal, parlé des collaborateurs, de comment les engager. Je te propose, avant de conclure ce podcast, d'évoquer également la direction, parce qu'il y a dans certains cas où la direction peut être, hésitante à initier un tel changement dans l'entreprise. Est-ce que tu as, des conseils pour convaincre sa direction de franchir le cap de l'IA? Alors déjà, peut-être commencer par l'audit pour que notre direction comprenne que c'est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc déjà, si en gros, sur 100 collaborateurs, allez, sur 50 collaborateurs, on en a 2 qui utilisent, bon, bah, c'est vrai que ce ne sera pas représentatif. Vous avez 50 collaborateurs, vous en avez 30 qui déclarent utiliser les IA génératives dans leur quotidien professionnel, me paraît être un premier argument. Donc déjà, qu'ils prennent conscience que c'est là. Deux, déjà essayer de comprendre leurs réticences et leurs peurs. C'est important. Certains vont vous dire bah non, c'est trop coûteux, donc non. Quelle réponse on peut apporter à la question de coût? On n'est pas obligé d'avoir un déploiement massif. On a des boîtes qui, par exemple, proposent Copilot. Dans chaque équipe, ils ont dit, bah voilà, il y a une ou il y a deux licences. On peut aussi utiliser les IA génératives grand public, à condition effectivement de bien expliquer à nos collaborateurs quelles sont les informations qu'ils peuvent et peuvent pas mettre à l'intérieur, leur expliquer évidemment, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais qu'il y a des biais, des hallucinations, enfin il y a quand même des petites choses qu'il faut expliquer à nos collaborateurs. Donc comprendre les réticences et les freins pour voir quels sont-ils et comment les lever. Et trois, déjà leur montrer ce que font nos concurrents. Si nos concurrents font des choses, c'est vrai que c'est toujours l'argument qui pique un peu, mais leur montrer ce qui se passe. Et ça me paraît déjà trois choses à tester. Il y en a plein d'autres, mais pour commencer, ça me paraît pas mal. On peut aussi les inviter à participer à des conférences, à des journées d'inspiration sur le sujet, etc. Donc, il y a des choses à faire. Il faut y aller petit à petit et entendre les réticences. On a souvent tendance
à mettre de côté en mode, ils comprennent rien, ou ils sont has-been. Non, et puis en tant que patron d'entreprise, je peux comprendre que ça fasse peur. Et le dernier élément qui me paraît important, c'est qu'on a beaucoup parlé de tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et le ROI est pas toujours foufou. Donc, choisir aussi ses combats et ses cas d'usage. D'accord. Lomna, notre podcast touche à sa fin. Est-ce que tu as un dernier conseil pour nos auditeurs? Difficile de donner un conseil, mais soyez curieux, en fait. Ce que je dis toujours, c'est que, moi, j'ai commencé par faire l'autruche, et comme les IA génératives sont arrivées dans ma boîte, donc je n'ai pas eu le choix. Donc j'ai fait l'autruche parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais pas de bande passante, parce que j'avais des croyances limitantes, parce que je suis pas geek, parce que, je pensais que c'était pas pour moi, et j'avais aussi très peur, et c'est aussi la peur qui a été un driver en me disant: «Bah, demain, s'il y a, un DRH, plus jeune, plus geek, qui va s'approprier de cette techno, bah, évidemment, je serai sur une chaise, éjectable». Donc la peur m'a aidée à y aller. J'invite ceux qui ont peur à s'y intéresser, parce que, savoir de quoi on a peur, c'est important. Soyez curieux, et surtout, testez des choses adaptées à vos irritants. Ça sert à rien d'essayer 50 outils, de lire, 12 000, newsletters. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, donc soyez focus dans vos recherches et croisez les sources. N'écoutez pas, ce que vous disent, les uns, écoutez ce que disent les uns et les autres, ceux qui trouvent que c'est génial, mais aussi ceux qui trouvent que c'est nul, ceux qui trouvent que c'est dangereux, ceux qui trouvent que ça apporte beaucoup, et c'est ça qui va vous permettre d'avoir des convictions et d'avoir une compréhension du sujet, qui ne soit pas biaisée, par une seule source. Et si vous avez peur, renseignez-vous, et ça vous permettra effectivement de savoir de quoi vous avez peur et de savoir si ces peurs, elles sont légitimes ou pas. Merci beaucoup, Lomna. Alors, chers auditeurs, si vous souhaitez en savoir plus sur cette réalité de l'IA dans le monde du travail, vous pouvez retrouver le podcast de Lobna intitulé Besoin de rien, envie d'IA, et puis bien sûr la contacter sur LinkedIn. Merci beaucoup, Lobna, à très bientôt. Merci beaucoup, c'était un plaisir. L'IA est une réalité qui va très vite, peut-être même plus vite que notre capacité à l'adopter. Car si la technologie évolue à une vitesse folle, la vraie question c'est est-ce que nous, en tant qu'organisation et en tant qu'humains, nous allons assez vite pour l'adopter intelligemment? Au fond, le vrai défi n'est pas que technologique, il est humain et organisationnel. On l'a vu, il ne s'agit pas seulement de gagner du temps et d'automatiser des tâches, mais de repenser nos process, d'identifier nos vrais irritants et surtout d'accompagner nos collaborateurs dans ce changement. Finalement, l'IA n'est pas là pour remplacer les humains, mais pour leur permettre de recentrer sur ce qui fait vraiment leur valeur. Merci Lomna Khalil-Jaben Assine pour ces éclairages précieux et merci à vous qui nous écoutez. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Les équipes des éditions Tissot et de Culture RH vous donnent rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Sur un air de RH.